L'Europe, une terre qui fut autrefois synonyme de puissance et de civilisation, gît désormais recouverte de la fumée de ses propres ruines. Les drapeaux du Reich, qui pendant des années ont flotté avec arrogance au-dessus d'un continent soumis, pourrissent parmi les décombres des villes que son ambition a détruites. Berlin est un cimetière de pierre et de feu. Les gravats ont remplacé les avenues et l'écho des canons se confond avec le murmure des vaincus. Dans les sous-sols du pouvoir, là où l'on dictait autrefois des ordres pour conquérir le monde, il ne reste plus que le silence et la peur. Là, entre des murs nus et des lumières vacillantes, les hommes qui rêvaient d'un empire éternel attendent leur destin. Des visages qui inspiraient jadis la terreur, désormais réduits à des ombres du passé. L'architecte de la propagande, le commandant de l'extermination, le cerveau militaire, le fanatique qui se croyait un dieu. Tous réunis pour affronter l'inévitable. Que ressentirent les dignitaires nazis en se retrouvant face à l'abîme de la défaite? Comment réagirent-ils lorsque le poids de leurs crimes, des millions de vies arrachées, des nations ravagées, des rêves brisés, fut jeté sur la table devant eux? Se sont-ils justifiés? Ont-ils nié? Ont-ils pleuré? Était-ce la justice ou la vengeance? La fin de la guerre n'apporta pas la paix, mais un nouveau décor, un procès sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire moderne, les vainqueurs placèrent les responsables d'une tragédie mondiale devant un tribunal international. Ainsi naquit le tribunal de Nuremberg, la tentative la plus ambitieuse de l'humanité pour donner un nom, un visage et une sanction au mal absolu. Dans ces salles, sous le regard des vainqueurs et le scrupule du monde entier, commença un processus qui allait changer à jamais le sens du mot culpabilité. Les interrogatoires devinrent un miroir de la condition humaine, là où l'arrogance s'effondrait, où le mensonge tentait de survivre à la vérité, et où les hommes qui avaient allumé la plus grande obscurité du XXe siècle durent en répondre. Ici commence cette histoire, le jour où le Troisième Reich s'effondra, et où ses propres architectes furent confrontés au jugement du monde. Nous sommes en 1945. Berlin est tombé. Hitler est mort. Le Reich, qui promettait de durer 1000 ans, a disparu en cendres en à peine 12. Le paysage européen n'est plus un champ de bataille en mouvement. C'est un décor de ruines où les villes respirent la fumée, où les infrastructures gisent brisées et où les traces de la guerre marquent chaque rue. La prétention grandiose d'un empire s'est effondrée avec la même rapidité qu'elle s'était enflammée. Ce qui demeure, c'est le silence lourd des places vides et le murmure des vainqueurs parcourant les avenues autrefois réservées aux puissants. Les puissances alliées, conscientes que la victoire ne pouvait se limiter à la seule défaite militaire, se mettent au travail avec une urgence clinique. Rassembler des preuves capables de donner un nom et une forme aux crimes commis. Documents, archives, témoignages et objets arrachés au bureau du pouvoir sont ordonnés comme les pièces d'une terrible mosaïque. La tâche est titanesque et méthodique. Cataloguer l'indicible pour que le monde voie, comprenne et juge. Elles préparent ainsi le procès le plus important de l'histoire, non seulement comme un acte de rétribution, mais comme un mécanisme destiné à fixer une vérité qui empêche toute négation. Tout ce qui est collecté, dossiers,
photographie, plan, ordre, devient l'ossature d'un processus qui exigera des réponses et qui projettera une nouvelle manière de mesurer la responsabilité collective et individuelle. Au milieu de ce travail de collecte et de mise en ordre, les prisonniers du sommet du Reich sont transférés d'un lieu à un autre, escortés par des soldats alliés qui avancent entre ruines et murs de pierre. Les trajets entre prisons et centres de détention sont courts en distance, mais lourds de poids psychologique. Chaque pas sous surveillance constitue une part supplémentaire de la chute d'un monde fondé sur le pouvoir absolu. L'atmosphère qui les entoure est dense, écho de bottes, portes qui se ferment, regards qui évaluent. Pour certains d'entre eux, la perception de ce qui se passe reste encore obscurcie par l'habitude du commandement. Pour d'autres, la réalité commence à s'infiltrer sous la forme de l'inconfort et de l'alarme. Confusion, arrogance et peur s'entrelacent dans l'esprit de ces hommes. Certains, habitués à donner des ordres, peinent à croire qu'ils soient désormais soumis à l'examen. Leur arrogance persiste comme un réflexe, comme si nier la chute pouvait, l'espace d'un instant, soutenir l'illusion du pouvoir. D'autres éprouvent une confusion plus profonde. Ils ne saisissent pas pleinement l'ampleur des accusations portées contre eux, ni le nouvel ordre juridique qui se prépare à les juger. Et la peur, lorsqu'elle arrive, prend des formes diverses. Peur de l'exposition publique, peur de l'humiliation, peur d'une justice annoncée comme inexorable. Cette peur n'a pas toujours de visage. Parfois, elle se manifeste par des silences, des mains qui tremblent, des regards qui ne cherchent plus la complicité, mais une issue qui n'existe pas. Tandis que les soldats alliés les déplacent entre les murs de pierre, certains croient encore pouvoir justifier l'injustifiable. Cette croyance fait partie de l'arrogance résiduelle que certains conservent. L'idée que la rationalisation, la tactique du partage de la culpabilité ou l'appel à des circonstances exceptionnelles suffiront à les disculper. Ils s'agrippent à des arguments qui prétendent expliquer décisions et ordres comme si la guerre était un terrain de nécessités absolues. Mais l'objectif même de la collecte des preuves est précisément de démanteler ces faux fuyants. Entre les mains des enquêteurs demeurent des archives qui réfutent ces justifications. Dans les salles où le procès sera organisé, les pièces du dossier parlent d'elles-mêmes. La page qui s'ouvre en 1945 n'est pas seulement celle de la fin d'une guerre, mais celle de l'initiation d'un processus civilisateur qui exige de nommer ce qui s'est produit. Le travail des puissances alliées pour réunir les preuves qui soutiendront ce jugement constitue en soi une action morale et politique. Transformer l'horreur en un savoir exploitable afin que la justice puisse, un jour, rendre son verdict. Et dans le passage entre la défaite et la responsabilité, les prisonniers traversent eux aussi leur chute intime, du commandement absolu à l'interrogatoire, de la certitude de l'impunité à la possibilité d'être appelé à répondre devant l'histoire. Dans une ancienne école d'officiers transformée en prison, les interrogatoires commencent. Les couloirs, qui résonnaient autrefois d'ordre et de pas martiaux, sentent maintenant l'humidité et le café rassis. Les salles de classe, converties en cellules et en salles d'interrogatoire, conservent des tableaux effacés qui gardent l'écho des leçons oubliées. Les portes s'ouvrent et se ferment avec un grincement métallique. Les fenêtres, hautes et étroites, laissent entrer une lumière tranchante qui dessine des bandes de clarté sur les planchers en bois usés. Là, dans ce lieu d'enseignement devenu lieu de reddition,
La scène se prépare. Table simple, chaises dures et lampes suspendues au plafond, comme des yeux impitoyables. Les salles sont froides. Une lampe basse projette des ombres dures sur des visages qui inspiraient autrefois la terreur. Les ombres s'étirent sur les murs comme des mains qui veulent attraper les mots. L'air est lourd. Chaque respiration semble se mesurer entre le silence et l'attente. Les interrogés entrent escortés par des gardes, avec les pas lents de celui qui sent qu'il marche sur la fin de quelque chose qui n'est plus à lui. Il s'asseye face à une table, regarde la lampe, et dans sa lumière concentrée, voit pour la première fois la possibilité d'être vu comme jamais auparavant. Sans gloire, sans uniforme, sans le réseau d'excuses qui enveloppait autrefois leurs actes. Les principaux interrogateurs alliés ne se présentent pas comme des juges immédiats, mais comme des artisans de la vérité. Leur mission est claire et multiple. Obtenir des confessions, reconstruire la carte des décisions et démasquer les mensonges du régime. Ils arrivent avec des dossiers, des photographies et des témoignages, avec des questions qui fonctionnent comme des poinçons cherchant à vider les alibis. Ils n'agissent pas depuis la colère facile. Leur travail est méthodique, confronter faits et paroles, faits et documents, mémoires et preuves. Chaque interrogateur fait partie d'une machinerie plus vaste dont l'objectif n'est pas seulement de punir, mais de fixer une narration publique, laissant peu de place à l'ambiguïté. Les interrogatoires se déroulent comme des jeux de patience et de pression. Des questions qui semblent innocentes tendent le fil jusqu'à ce que la résistance intérieure de l'interrogé cède ou se transforme. Il existe des techniques d'attente et de confrontation, des silences planifiés et des répliques qui obligent celui qui parle à regarder son propre argument de l'extérieur. Les interrogateurs savent que les véritables confessions naissent souvent du choc entre la certitude intérieure et les preuves externes. Ils connaissent le moment où la justification cesse de se soutenir. À cet instant, les mots de l'accusé deviennent plus petits, les phrases plus fragiles. « J'ai obéi aux ordres », répète l'un après l'autre. La phrase sonne comme un refrain usé, une défense qui tente de transformer le problème moral en devoir administratif. Une logique de chaîne se déploie ainsi. La responsabilité est transférée vers le haut, comme si l'acte propre cessait d'exister hors de l'ordre reçu. La répétition cherche à anesthésier la culpabilité, elle tente de transformer le choix en destin. Mais la salle n'est pas un confessionnal, c'est un espace où chaque justification se confronte aux traces matérielles de ce qui s'est passé. L'interrogateur place sa main dans la question qui démonte l'excuse. Et qui a donné les ordres de tuer des millions? La phrase coupe l'air comme un couteau, ne laissant aucune place à l'évasion. Ce n'est pas une rhétorique vide, c'est la question qui oblige à situer la responsabilité. En la formulant, l'interrogateur n'exige pas seulement un nom. Il demande que soit révélée la chaîne qui a transformé des décisions en extermination. La question pousse celui qui répète ses alibis à regarder la continuité entre son action et la tragédie collective, à affronter la cohérence morale de son « j'ai obéi aux ordres ». Chaque mensonge, chaque justification révèle quelque chose de profond. La peur de la chute de son propre statut, le déni de sa propre agence et la résistance à admettre qu'on a choisi d'agir. L'analyse psychologique qui émerge dans la salle montre des motifs récurrents. Certains nient avec la même véhémence qu'ils donnaient autrefois des ordres. D'autres recherchent des technicismes,
explorant des termes qui réduisent la brutalité des faits. Quelques-uns tombent dans l'incrédulité, incapables de comprendre l'ampleur de ce à quoi leurs mains ont contribué. Le déni n'est pas toujours intellectuel. Souvent, c'est un refuge émotionnel qui protège d'une culpabilité insupportable. L'arrogance persiste dans certains gestes, la main qui ne tremble pas, la phrase mécanique, le regard qui tente d'imposer un autre scénario. Mais la confiance s'effondre devant le dossier. Photos, listes, ordres signés montrent la correspondance entre la rhétorique du pouvoir et les faits concrets. Là où l'arrogance voulait ériger des murs, les preuves ouvrent des fissures. Entre le professionnalisme des interrogateurs et la force des preuves, la scène devient une opération de démantèlement symbolique. Chaque affirmation démontée est une couche d'impunité en moins. La peur, lorsqu'elle apparaît, ne se prononce pas toujours en mots. Elle se dessine dans la bouche sèche, dans les yeux qui cherchent un raccourci vers la sortie, dans le regard qui tente de trouver un interlocuteur, partageant l'excuse. L'interrogé qui répète « J'ai obéi aux ordres » affirme peut-être une vérité technique ou demande, à travers son discours, une forme de salut symbolique. Être réduit à un rouage, pas à un auteur. L'interrogateur, cependant, ne concède pas cette migration de responsabilité. La ligne entre ordonner et exécuter se clarifie encore et encore. À la fin de chaque session, la salle reste avec l'écho des phrases et la trace de la question qui continue de vibrer. Et qui a donné les ordres de tuer des millions? Cette question, difficile à répondre, se plante dans l'histoire de chaque détenu. La répétition des excuses et la confrontation systématique avec les preuves transforment l'école-prison en lieu de dépouillement. Là, l'armure rhétorique est arrachée et l'on est obligé de regarder la continuité entre la volonté humaine et ses conséquences. Dans ces murs, l'opération de justice commence à écrire sa part la plus intime. Non seulement la collecte des faits, mais la révélation de la condition humaine lorsqu'elle se confronte à son propre réseau d'excuses. Et tandis que les lampes continuent de projeter des ombres dures sur les visages qui inspiraient autrefois la terreur, chaque salle devient un théâtre où la vérité, lente et patiente, sape la construction perverse de l'impunité. Chacun entre dans la salle avec un visage différent, celui de l'orgueil blessé, celui du fanatique silencieux, celui de l'homme qui croit encore avoir raison. La porte se referme derrière eux, les lampes coupent l'air en traits durs, et dans cet espace réduit se dévoilent non seulement des corps, mais aussi des architectures intimes, d'orgueil, de déni et de calcul. Les chaises grincent, les papiers s'empilent sur la table, et les questions commencent à effleurer la carapace que chacun porte. Ils ne sont plus dans les salons, où ils dictaient des destinées. Ils sont dans une pièce où leur visage parle plus que leur titre et où la vérité s'infiltre par les fissures de l'imposture. Göring entre avec une feinte, le sourire studieux, la pose de l'expert stratège qui ne perd jamais son calme. Il joue à dominer la scène, à transformer chaque réponse en théâtre, à séduire par l'éloquence qui lui reste. Mais derrière ce sourire calculé se cache autre chose. Le désespoir de celui qui a perdu le contrôle de son propre destin. La précision du geste ne suffit pas à cacher l'inquiétude qui monte dans sa nuque lorsque les questions l'obligent à regarder les fils qu'il tirait autrefois. Dans sa pensée, un bourdonnement constant. Comment articuler la grandeur passée dans des excuses présentes?
Comment transformer la chute en anecdote? La mise en scène stratégique se fissure devant le calme tranchant de ceux qui l'interrogent. À chaque preuve présentée, le sourire lutte pour se maintenir et le masque stratégique montre des fissures. S apparaît avec le visage du fanatique silencieux. Des yeux qui ne trahissent pas immédiatement la tempête intérieure. Une bouche qui semble mesurer les mots avant de les laisser échapper. La tranquillité de sa voix contraste avec la tension contenue dans ses doigts. Dans son esprit résonnent doctrines et certitudes qui, jusqu'à peu, semblaient expliquer le monde. Maintenant, ces certitudes cherchent refuge dans des discours qui ne trouvent plus d'écho. Le silence devient sa tactique, non tant pour négocier que pour conjurer l'incompréhension. La foi qui le soutenait se confronte ici au poids de questions implacables, et la rigidité de sa pensée se révèle à la fois refuge et prison. Ribbentrop marche comme celui qui croit encore avoir raison. Ce n'est pas une conviction élégante. C'est l'entêtement de celui qui a cousu son identité à une politique et ne conçoit aucune autre lecture du monde. Assis devant la lampe, il cherche des arguments pour réorganiser la vérité à son avantage, tente de transformer la raison, qui fut son étendard, en une défense légitime. Ses pensées sont des calculs diplomatiques qui essaient de se reconvertir en justification morale. C'était nécessaire, c'était l'État, c'était la logique de l'époque. Mais dans la salle, les mots se heurtent aux preuves, et cette conversion devient de plus en plus forcée. La sensation de vérité indiscutable s'effondre en petites contradictions que les interrogateurs tissent avec patience. Keitel possède le visage de l'orgueil blessé, la posture de celui qui fut exécutant d'ordre et qui voit maintenant le monde remettre en question la chaîne qui soutenait son action. Il croit en la discipline et en la structure qui l'a formée. Cette croyance lui offre un refuge face aux accusations qui le transforment en protagoniste de décisions qui apparaissent aujourd'hui sans rédemption. Dans sa pensée bat l'idée que la guerre fut un accomplissement du devoir, que le devoir se maintient au-dessus du jugement personnel. Mais la salle lui demande autre chose. Non pas une loyauté aveugle, mais une explication permettant de séparer l'obéissance du désastre. Cette exigence rompt le mécanisme qui lui permettait auparavant de fonctionner sans regarder. Chez tous, la scène génère un désajustement entre la mise en scène externe et la vérité intime. Les déclarations publiques, les phrases mémorables, tentent de donner l'impression de cohérence. Les réponses intérieures, cependant, se déplacent sur une autre fréquence. Regret dissimulé, colère contenue, logique de survie morale. L'interrogateur pousse avec précision. Il présente documents, photos, noms. Il renvoie chacun devant la continuité entre ses paroles passées et les conséquences présentes. Les visages qui inspiraient auparavant l'obéissance montrent maintenant des réactions humaines, sueur, hésitation, micro-gestes qui trahissent la rupture. Göring, en particulier, recourt à une théorie qui tente de rationaliser le phénomène collectif. Les gens ne veulent pas la guerre, dirait Göring. Mais on peut toujours convaincre les citoyens de la soutenir. Il suffit de leur dire qu'ils sont attaqués. La phrase, dite avec l'assurance du manipulateur, résonne dans la salle comme confession et en même temps comme explication. Dans son esprit, la mécanique de la persuasion reste une stratégie valable. Transformer les peurs en mobilisation, faire de la guerre le produit d'une construction publique. Mais entendre cette phrase dans le contexte de l'interrogatoire la rend testimoniale.
Ce n'est plus une théorie abstraite, mais une clé pour comprendre comment des consentements massifs ont été fabriqués et comment ces fabrications ont été instrumentalisées pour ébranler la vie de millions de personnes. Tandis que les interrogateurs passent en revue documents et témoignages, ce mélange de jeux externes et de pensées intérieures se déploie chez tous les interrogés. Certains choisissent de minimiser leur rôle, d'autres de le techniciser. Quelques-uns, pris par l'épreuve, voient leur discours se désintégrer. Les interrogatoires fonctionnent comme des miroirs qui renvoient non seulement l'action concrète, mais aussi la configuration psychologique qui la soutenait. Orgueil, conviction, routine bureaucratique, recherche constante de raisons pour écarter la culpabilité. Face à cela, la salle impose un inventaire intime. Qu'était choix et qu'était obéissance? Où s'arrête la politique et où commence le crime? Chaque session laisse des traces. Un mot qui ne colle pas, une pièce de dossier, un silence plus lourd. Les figures qui sont entrées avec des visages différents sortent avec la conscience de voir leur rhétorique dépouillée. Stratégie et justification deviennent insuffisantes face au poids de ce qui est prouvé. La grandeur prétendue s'évapore dans le geste de démantèlement. Confession partielle, échappatoire, contradiction, tout compose le récit de la chute non seulement politique, mais humaine. Dans ce dépouillement, les esprits qui ont autrefois planifié et ordonné se confrontent pour la première fois à l'existence claire des conséquences. Il n'y a plus de panégyrique pour protéger, ni de mur pour cacher la relation entre volonté et dévastation. Les interrogateurs savent que chaque mot peut décider d'une vie, mais ils se trouvent aussi face aux architectes de l'horreur. Cette prémisse prend corps à chaque séance. La pièce devient un carrefour de destinée, où la voix de l'interrogateur peut sceller non seulement le sort d'un individu, mais aussi la légitimité d'un nouvel ordre. Devant la table, les questions ne sont pas de simples procédures techniques. Ce sont des instruments moraux qui ouvrent la possibilité de distinguer entre obéissance et crime, entre alibi et confession. La conscience de ce pouvoir pèse sur les épaules de celui qui interroge. Chaque oui ou chaque non résonne au-delà de la salle, nourrit le besoin de justice et alimente le débat sur ce qu'est réparer un crime collectif. Les interrogateurs se trouvent, quotidiennement, confrontés à un dilemme qui n'offre pas de solution facile. Jusqu'où la recherche de la vérité peut-elle se transformer en vengeance? La ligne est fragile. D'un côté se trouve l'urgence de ne pas permettre au bourreau de se cacher derrière des technicités et des ordres. De l'autre, la tentation de transformer la procédure en règlement de compte qui reproduit la brutalité qu'on prétend condamner. Ce contraste oblige à une réflexion permanente. La justice exige méthode, preuve et proportionnalité. L'émotion collective exige châtiment, exposition et la sensation que la douleur infligée ne reste pas impunie. Entre ces deux pôles, les interrogateurs agissent avec la discipline de juristes et la tension de ceux qui savent que le monde observe chaque geste. Dans ces salles, on ne jugeait pas seulement des hommes, mais aussi des idées. L'obéissance, la loyauté, la culpabilité, des concepts qui étaient autrefois de simples engrenages de la machine politique, deviennent désormais objets d'examen. Démanteler l'idéologie implique de montrer comment les doctrines se sont traduites en ordre et comment les ordres ont conduit à des actes concrets. Les interrogateurs cherchent à tracer cette ligne causale. Il ne suffit pas d'énoncer que quelqu'un
a obéi aux ordres. Il faut reconstruire la chaîne qui transforme la rhétorique en extermination. Chaque réponse qui minimise la responsabilité individuelle est confrontée à la nécessité de prouver le lien direct entre la décision intellectuelle et l'action matérielle. Certains interrogateurs racontent, d'une voix contenue, le poids humain de leur travail. Interroger, c'était porter l'agonie des autres, disent-ils. Ils se souviennent qu'après une séance, les questions sans réponse résonnaient encore. Des images qui ne s'effaçaient pas, des noms qui ne pouvaient rester sans place dans l'histoire. Des témoignages de gardes et d'enquêteurs confient avoir ressenti pendant des années la responsabilité de ne pas faillir dans la reconstitution documentaire. Chaque document comparé, chaque témoin entendu, était une brique pour édifier la possibilité d'une sanction juste. Ce sens du devoir était leur bouclier face à la tentation de la pure vengeance. La tension se manifeste également dans les débats internes parmi les alliés eux-mêmes. Qu'est-ce que la justice dans un crime d'ampleur industrielle? Peine maximale, procès public, long processus visant la vérité ou exécution exemplaire. La discussion n'est pas seulement légale, elle est éthique. Les interrogateurs débattent de l'efficacité d'obliger les accusés à affronter l'épreuve face à la démonstration publique immédiate qui satisfait la perception populaire de rétribution. Au milieu de ces échanges, certains rappellent que l'objectif ultime est que la société reconnaisse la vérité et ne l'oublie pas. C'est pourquoi la méthode, méthodique, documentée, argumentée, l'emporte sur le poids de la colère collective. L'émotion traverse chaque déclaration. Quand un interrogateur entend « j'ai obéi aux ordres », il ne cherche pas seulement à démonter cette phrase par des preuves, il tente aussi de la lire comme symptôme d'une structure morale effondrée. Beaucoup d'enquêteurs relatent la difficulté de séparer la répulsion personnelle de l'analyse froide. Comment maintenir l'objectivité sans anesthésier l'empathie envers les victimes? Cette tension a transformé le travail en une sorte d'exercice spirituel, transformé l'indignation en rigueur et la rage en procédure. Pour eux, la justice est un art qui exige exactement cet équilibre. Dans la pratique, la salle se remplissait de moments qui semblaient de petits jugements moraux, une pause trop longue avant une réponse, un geste de repentir qui apparaît et disparaît, l'insistance sur des technicités qui tentent de transformer le crime en simple formalité administrative. Les interrogateurs ont appris à lire ces signes comme des cartes intérieures. Le mensonge répété trop souvent démontre une tentative d'auto-illusion. L'évasion devant des noms concrets révèle une ligne de commandement que l'on cherche à cacher. Interpréter ces indices faisait partie du métier. Chaque geste se reliait à un réseau de responsabilités à démêler. Et pourtant, dans cet effort d'application de la loi, émergeait aussi la question la plus difficile. Est-il possible de réparer l'irréparable? Les interrogateurs le savaient. La loi peut punir, l'histoire peut nommer, mais elle ne peut pas restituer les vies perdues. Cette conscience, aussi dure que nécessaire, a alimenté la décision que le processus ne cherche pas seulement des ajustements punitifs, mais aussi à établir mémoire et éducation pour que cela ne se reproduise pas. C'est pourquoi de nombreuses séances se concentraient sur le détail minutieux. Date, ordre, nom, transport, code, tout devait être documenté pour que la vérité soit incontestable et que la justice s'ancre dans des faits vérifiables.
et non dans la soif momentanée de vengeance. À la fin de chaque cycle d'interrogatoire, les professionnels laissaient constance d'un sentiment ambivalent, soulagement d'avoir ajouté des pièces au puzzle de la vérité et regret de la certitude qu'aucune condamnation ne rendrait ce qui avait été arraché. Nous faisions ce que nous pouvions, disent certains, mais nous savions que la justice humaine a des limites face à l'ampleur de l'horreur. Cette confession résume le choc moral central, l'obligation de juger face à l'impossibilité de restituer. Dans ce choc, entre l'exigence de punir et l'humilité de reconnaître des limites, s'est forgée, peut-être, la forme la plus authentique de réponse au mal. Non pas la vengeance, mais la volonté que l'histoire le nomme et le prévienne. S fait semblant de ne pas se souvenir. La bouche se ferme comme un rideau qui ne laisse pas passer le souvenir. Les yeux fixent un point sur le mur, comme si une image trop terrible pouvait se briser si elle était regardée de face. Ses mains jouent avec un papier qu'il ne finit pas de lire. Sa voix, lorsqu'il tente de prononcer une phrase, reste au bord de la gorge et revient en arrière. La mise en scène de l'oubli est méticuleuse. Pause calculée, gestes qui marquent une distance entre le passé et le présent. Dans sa pensée se joue un double mouvement. Chercher refuge dans la confusion et, en même temps, fuir l'abîme que la mémoire lui offre. Sa simulation ne trompe pas la salle. C'est une défense fragile qui prétend transformer la responsabilité en absence. Ribbentrop balbutie. Les mots lui échappent par fragments, comme si sa langue intérieure s'était brisée en éclats. Il tente de recomposer arguments diplomatiques et terminologie qui lui servaient autrefois à tisser des accords. Maintenant, ces mêmes mots le trahissent et deviennent des sons incomplets. Le balbutiement révèle la fissure entre la logique qui a soutenu sa carrière et l'évidence qui la pulvérise. Chaque tentative d'explication se disperse entre des documents qui le contredisent. Dans sa pensée, une somme de raisons qui semblaient cohérentes se désagrège à la lumière des interrogatoires. La confusion n'est pas seulement mnésique, c'est la constatation que la théorie qu'il défendait ne résiste pas au poids des faits. Göring rit. Son rire, au début, sonne comme un geste de supériorité, une forme de résistance théâtrale qui tente de conserver la scène à son avantage. Il joue avec le ton, avec la théâtralité, avec le mot qui distrait. Mais le rire n'est pas toujours moquerie. Parfois, il devient tic nerveux, signe d'un désespoir qui tente de se camoufler sous l'éclat d'une pause. Derrière le masque de l'ironie, la perception de la fin s'ouvre. La sensation de ne plus contrôler ni la narration, ni son propre destin. Le rire devient un bruit qui dément sa sécurité. C'est le dernier geste de celui qui prétend encore diriger la pièce, quand il n'y a plus de scène pour le soutenir. Tout le monde sait que le Reich n'existe plus. C'est une certitude silencieuse qui traverse la salle. L'architecture du pouvoir qui semblait éternelle est devenue squelette. Sur les visages, des ombres d'acceptation et de négation. Dans les gestes, la preuve d'une décomposition morale qui devient physique. Il n'est pas nécessaire de proclamer la défaite par des phrases grandiloquentes. Elle se lit dans la manière dont les hommes marchent, dans la maladresse avec laquelle ils cherchent un alibi, dans la façon dont leurs mains s'évitent mutuellement. La compréhension intime de la chute est un poids qui les accompagne. Et même si certains le nient, la reconnaissance se filtre dans chaque respiration contenue. Dans chaque confession, il y a un écho d'horreur.
Les mots admis font vibrer derrière eux des scènes invisibles, trains qui partaient, noms inscrits sur des listes, portes qui se fermaient pour toujours. Chaque phrase prononcée porte en elle une résonance qui n'est pas seulement sémantique. C'est le réverbère de ce qui s'est passé, la manière dont la voix humaine peut conjurer, par erreur ou par vérité, les images qui expliquent le crime. Les interrogateurs le savent et l'écoutent. Dans l'écho d'une confession s'ouvre une cartographie de la souffrance qui oblige à nommer, préciser, relier chaque acte à sa conséquence. Dans chaque silence, une montagne de cadavres invisibles. Quand la négation s'impose et que les mots ne viennent pas, la salle se remplit d'un poids muet que la langue ne peut réduire. Ce silence n'est pas vide, il est présence, accumulation de vies qui ne peuvent plus parler, densité d'absence qui étouffe plus que tout cri. Les interrogés qui s'accrochent à leurs mensonges cherchent, par ce silence, à se protéger de la rencontre avec la vérité. Mais le vide qu'ils tentent de créer devient un témoin insupportable. L'évidence qui n'a pas besoin de voix pour exister. « Je n'ai fait qu'obéir aux ordres », répète l'un. La phrase est un refrain qui revient comme défense et prière. Il veut transformer son action en fonction, son crime en routine administrative. Il souhaite que la responsabilité se dissolve dans la chaîne. Mais la réplique de l'interrogateur coupe ce fil, et des millions sont morts en obéissant au vôtre. La réponse ne cherche pas à humilier pour humilier. Elle vise à situer l'acte individuel dans le réseau des conséquences. C'est la question qui oblige à regarder la continuité morale entre commandement et mort. La sentence orale de l'interrogateur restitue à la pièce la mesure réelle. Il ne s'agit pas d'une excuse technique, mais de la constatation de la dimension humaine du dommage. Certains craquent, des mots qui étaient auparavant fermes s'effondrent en sanglots. Le corps perd sa contenance et apparaît la vérité non planifiée. La rupture n'arrive pas toujours avec grandiloquence. Souvent, c'est un fil fin qui, en se tendant, se rompt avec un gémissement. Une confession qui émerge entre les sanglots. Une mention d'un nom qui ne peut plus être caché. Ces moments sont des explosions d'humanité qui montrent la frontière fragile entre la volonté de nier et l'incapacité à soutenir le mensonge face à l'évidence. Là, les lampes projettent non seulement des ombres dures, mais aussi la lumière qui traverse l'armure. D'autres s'accrochent au mensonge avec acharnement. Répéter des formules, des technicismes, des légalismes, transformer des décisions morales en procédures administratives. Chercher la protection du langage pour que l'action devienne abstraite. C'est s'obstiner à ne pas voir pour ne pas se sentir coupable. Un exercice de dissimulation qui tente de résister à la pression des archives et des témoignages. Cette résistance, parfois désespérée, parfois froide, révèle aussi la peur de la chute totale. Admettre le crime serait tout perdre, y compris l'identité forgée en donnant des ordres et en mesurant des destinées. Ainsi se déroulent les séances, entre fracture et persévérance, entre confession qui sonne comme vérité et silence qui cache des montagnes de cadavres. Dans chaque geste, dans chaque mot, se dessine la carte de la responsabilité. Il n'existe pas de raccourcis moraux valables, ni d'excuses capables d'effacer la continuité entre l'ordre et son effet. La salle enregistre ce choc entre la volonté d'être exonéré et la force inexorable de l'évidence. Et dans cet enregistrement s'écrit une partie essentielle de la mémoire collective sur ce qui s'est passé.
les salles d'interrogatoire se vident. Les documents, les archives photographiques, les listes de noms et les dossiers méticuleusement compilés s'empilent dans des caisses qui voyageront bientôt vers les tribunaux. Les prisonniers qui marchaient avec l'arrogance de ceux qui croyaient que le pouvoir était de leur côté avancent maintenant avec des pas qui semblent mesurer la distance jusqu'à un destin inévitable. Chaque geste, chaque regard se remplit d'une tension contenue. L'air, autrefois chargé de justifications et d'excuses, est maintenant saturé d'anticipation et d'un silence expectatif. Bientôt, ces mêmes voix qui répétaient des phrases comme « J'ai obéi aux ordres » ou « Je n'ai fait qu'obéir » seront entendues devant le monde entier, exposées non seulement aux juges, mais au regard de l'humanité qui attendait depuis des années des réponses et la justice. Le changement chez les prisonniers est palpable. L'orgueil qui modelait autrefois chaque phrase, chaque geste, se transforme en peur. Une peur qui s'infiltre dans les épaules voûtées, dans les yeux qui ne cherchent plus à détourner le regard, mais se fixent sur un point, essayant de trouver une planche de salut qui n'existe pas. Chaque pas vers la salle du tribunal est un pas qui confirme la réalité. Il n'y a plus de prétexte valable, plus de gestes capables de reconstruire l'illusion de pouvoir. La peur se transforme lentement en désespoir, et dans ce désespoir émergent des reflets d'humanité qui étaient auparavant cachés derrière le masque de l'autorité. Doutes, remords, gestes qui trahissent la compréhension intime de l'ampleur de leurs actes. La chute du Reich se reflète sur chaque visage. La certitude que rien ne pourra effacer ce qui a été fait pèse sur eux comme un horizon noir qui approche inévitablement. Le monde entier attend. Pendant des années, la guerre avait laissé l'Europe dans l'ombre, avec des millions de victimes criant dans le silence de l'histoire. Maintenant, l'humanité concentre son regard sur un point unique. La salle de justice prête à entendre ceux qui ont mené le continent au bord de la catastrophe. Les questions que les interrogateurs ont posées en privé seront désormais entendues publiquement. Chaque mot sera analysé, chaque silence interprété, chaque mensonge confronté à des preuves irréfutables. L'attente globale n'est pas seulement de la curiosité, mais une nécessité morale. Comprendre, juger et établir la vérité après des années d'oppression et de violence. La patience et la rigueur des interrogatoires se déplacent vers une scène plus vaste, où la justice ne sera pas seulement légale, mais aussi symbolique. Un phare pointant vers la reddition de comptes devant l'histoire, alors que les prisonniers attendent à leur tour. Les jours paraissent des mois. La transformation intérieure est constante. Ceux qui étaient arrivés confiants dans leur immunité ressentent maintenant que chaque décision, chaque ordre, chaque acte qu'ils croyaient justifié devient une preuve de culpabilité. Le désespoir et la peur s'entrelacent avec les souvenirs des victimes, avec des images de trains, de camps et de villes détruites. Les noms qui autrefois ne signifiaient rien individuellement se déploient maintenant comme des chiffres avec un visage et un contexte. L'abstraction de l'obéissance se transforme en concrétisation du crime. Et dans cette reconnaissance, l'esprit des accusés oscille entre le déni et l'acceptation, entre la défense froide et le tremblement humain inévitable. La connexion entre les interrogatoires et le procès final est indissociable. Chaque mot prononcé sous la pression des interrogateurs, chaque mensonge confronté, chaque confession partielle servira désormais à fonder le processus qui commencera devant le monde.
Les documents, les témoignages et l'accumulation de preuves construisent un pont qui mène de l'ombre de la prison à la clarté publique de la justice. Là, l'histoire devient témoin et les accusés protagonistes d'un récit qui, bien qu'incomplet dans les mots, ne pourra pas cacher les faits ni la responsabilité. Le procès de Nuremberg n'est donc pas seulement une procédure légale, c'est la matérialisation d'années de travail méticuleux, d'investigation et de confrontation morale, où chaque détail des interrogatoires résonnera dans la salle du tribunal et dans la mémoire de l'humanité. À chaque instant précédant le procès, la tension augmente. Les prisonniers ne peuvent plus cacher leur vulnérabilité. Chaque geste révèle le mélange de peur, d'orgueil brisé et de désespoir qui domine maintenant leur intérieur. Les heures deviennent lourdes, les pas plus lents, et l'attente prolonge la perception d'une chute inévitable. Le monde qui a été témoin de leurs ordres pendant des années sera désormais témoin de leurs explications, de leur incapacité à soutenir le mensonge face à la preuve et de l'exposition totale de leurs responsabilités. L'écho de la justice, autrefois lointain, devient tangible. Et dans cet espace, l'histoire se prépare à entendre ceux qui, pendant plus d'une décennie, ont cru pouvoir soutenir la terreur avec des mots et qui doivent maintenant les affronter devant tous. Les interrogatoires de Nuremberg n'étaient pas seulement une recherche de coupables. Ils constituaient un effort monumental de l'humanité pour se regarder elle-même, pour démêler les fils d'une horreur qui semblait infinie et pour confronter la capacité de destruction que les hommes avaient déployée avec ordre et méticulosité. Chaque session, chaque question, chaque pause portait le poids de millions de vies détruites. Et les interrogateurs, les juges et les témoins le percevaient dans chaque geste, dans chaque mot qui sortait de la bouche des accusés. C'était un exercice combinant précision juridique et introspection morale, une tentative de nommer l'innommable et de comprendre la machinerie qui avait transformé les idées en extermination. L'humanité ne demandait pas seulement des comptes, elle cherchait aussi à comprendre comment elle avait permis que l'obéissance et l'idéologie deviennent des armes de mort massives. Dans ces salles, chaque silence résonnait plus fort que n'importe quel cri. Les paroles des accusés, parfois vides, parfois précises, étaient traversées par l'écho de millions de victimes. Des phrases comme « Je n'ai fait qu'obéir aux ordres » se heurtaient à la réplique inéluctable, et des millions sont morts en obéissant aux leurs. Cette confrontation n'avait pas seulement une valeur juridique, elle montrait comment la morale individuelle s'était subordonnée à un système de violence systématique. Les visages des prisonniers reflétaient la peur, l'orgueil brisé, le désespoir contenu, et chaque geste révélait le combat intérieur entre le déni de responsabilité et la reconnaissance tacite du désastre qu'ils avaient contribué à perpétrer. Là, le jugement ne mesurait pas seulement les crimes, il mesurait la capacité humaine à assumer sa culpabilité, à affronter la vérité sans bouclier. Les interrogateurs et les juges devinrent témoins d'une histoire vivante qui se déroulait devant eux. Ressentir la tension de ceux qui avaient donné des ordres de mort. Observer comment certains craquaient et d'autres maintenaient fermement leurs mensonges. Exigeait une vigilance constante de l'esprit et du cœur. Chaque pause, chaque hésitation, chaque geste nerveux révélait autant que n'importe quel document ou preuve physique. Les interprètes, les témoins et les experts judiciaires participaient à cet entrelacement, conscients que ce qui se passait dans ces salles
n'était pas seulement une procédure bureaucratique, mais la construction d'une mémoire destinée à résister au temps. Chaque détail était documenté, chaque confession partielle analysée, et chaque résistance à la vérité enregistrée, afin que le récit historique reste complet, implacable et humain à la fois. Au cœur des interrogatoires surgissait également la réflexion sur les limites de la justice et de la compassion. On comprenait qu'aucune condamnation ne pourrait réparer le préjudice infligé, qu'aucune sentence ne rendrait les vies volées, mais que le fait de confronter les responsables à la preuve, de les obliger à regarder l'histoire en face, constituait un principe fondamental. L'humanité pouvait et devait poser des limites à la barbarie. La combinaison de rigueur légale et d'empathie morale transforma chaque session en acte solennel, un espace où vérité et éthique convergeaient pour créer quelque chose de plus grand que la simple condamnation. Un registre historique destiné à éduquer, prévenir et réfléchir aux abîmes auxquels l'obéissance aveugle et l'idéologie démesurée peuvent mener. Dans ces salles, on n'écrivait pas seulement des confessions. On écrivait le principe de la justice moderne, la base sur laquelle seraient établis les tribunaux internationaux, les normes sur les crimes de guerre et les précédents qui résonnent encore dans le monde contemporain. Chaque document, chaque témoignage, chaque réponse forcée par la preuve devint une pierre de cette construction monumentale de mémoire et de responsabilité. L'histoire fut placée face au miroir de la morale, et les hommes, qui semblaient autrefois intouchables, se retrouvèrent nus devant la preuve de leurs actes, forcés d'affronter non seulement leur destin, mais aussi le regard du monde entier. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de commenter si vous avez aimé la vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à partager d'autres histoires qui méritent d'être racontées. À chaque clic, chaque commentaire, chaque interaction se réaffirme l'importance de la mémoire, de l'apprentissage de l'histoire et de la reconnaissance que, même dans les ténèbres les plus profondes de l'être humain, la lumière de la vérité et de la justice peut ouvrir des chemins que la mémoire collective ne permettra jamais d'oublier. Les leçons de Nuremberg ne s'arrêtent pas aux tribunaux. Elles vivent dans chaque réflexion, chaque discussion et chaque décision de ne pas répéter les erreurs du passé, construisant un héritage de responsabilité et de conscience qui traverse les générations.